pas de place. On va porter ça. Mon chat, qu'est-ce que tu veux boire? Je veux un gin beurre. Ouais, parfait. Voilà. Mais 100 millions, il y a personne qui me voit dans les coups. Parce que vraiment, on n'a pas les mêmes problèmes. Si vous, 100 millions, il n'y a pas... Vous voyez pas? Attends, il y a un truc bizarre. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Charlie. Charlie a 25 ans et avec elle, nous avons discuté des familles catho et de la messe du dimanche, de l'image de l'allumeuse, des orgasmes et des coups de soleil, de l'hypersexualité et des pannes de libido, mais surtout du métier de travailleuse du sexe et de tout ce qu'il implique. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Il y a à la fois des choses que j'aime, par exemple la maternité, la grossesse, c'est des choses que j'aimerais expérimenter. Même des choses, la manière dont on m'a éduquée, le fait par exemple d'avoir envie de prendre soin des gens, c'est globalement quelque chose qu'on associe aux femmes. Et du coup, pour les côtés négatifs, il y a un truc que je trouve vraiment très compliqué, c'est le rapport avec la vulve dans le sens de santé, dans le sens d'IST. J'ai des mycoses à répétition tous les mois à peu près. Dès que je vais porter des vêtements qui vont être très synthétiques, etc., à part me prescrire de l'Oroflucto à prendre sur plusieurs mois, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. C'est quoi pour toi être féminine ? Est-ce que même ça veut dire quelque chose ? J'aimerais bien que cette dichotomie, elle n'existe pas, parce que, par exemple, moi, j'ai des grosses périodes dans ma vie où je suis dans une féminine vibes. Je vais être maquillée, souvent en robe, talons, tout sourire, petit sac à main, etc. Et il y a des fois, je suis dans une masculine vibes. Ma manière de marcher dans la rue est plus la même, quoi. C'est-à-dire que je suis dans un truc de « venez pas me faire chier ». Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille ? Alors moi, j'étais la première fille, du coup, oui, parce qu'ils ont eu 3 garçons avant. En revanche, mes frères, ils étaient pas contents d'avoir une petite sœur. Ils auraient voulu avoir un petit frère pour jouer au foot. Et du coup, j'ai fait un peu le garçon manqué. Par exemple, mes frères faisaient tous des sports. Et il y a eu vraiment un moment où je voulais faire du rugby, je voulais faire du foot. Il n'y avait pas d'équipe féminine à ce moment-là. Bah, c'est pas grave, je suis allée faire du rugby avec les garçons. Et pareil pour le foot. Et je préférais faire du foot avec les mecs dans la cour de récré que aller jouer avec des meufs. Et même, j'arrivais pas à avoir d'affinité avec les filles. T'as grandi avec quelles idées, toi, concernant les filles et les garçons, et plus tard, les femmes et les hommes ? Alors moi, je suis issue d'une famille catholique pratiquante, puissance 1000. Et j'ai été éduquée dans un espace très fermé. Donc la messe tous les dimanches matins, enfant de chœur, etc. Et très vite, j'ai compris que j'étais beaucoup plus surveillée. Je me souviens, une fois, on était à la messe, j'avais une robe, et en fait, j'étais assise, j'avais les jambes écartées. Mon père arrêtait pas de me faire des signaux, et je comprenais rien. J'ai pris le message à l'envers, et je me suis dit, il faut pas que je ferme les jambes. Du coup, j'ai écarté les jambes de ouf, et après la messe, je me suis fait engueuler, parce qu'il m'a dit, mais tout le monde voyait ta culotte, quoi. Déjà, à 7 ans, j'étais sexualisée. Je trouve ça hyper violent, quoi. Enfin, c'est hyper tôt. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé très rapidement. À l'âge de 7 ans, il y a le fils d'un collègue à mon père, qui avait 10 ans de plus que moi, je pense, qui a commencé à me toucher les fesses de manière assez régulière. Et en fait, moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et ma mère était en train de me faire prendre mon bain le dimanche soir. Je lui ai dit... c'est normal qu'un tel, il me touche les fesses ? Et là, elle s'est décomposée et elle est allée retrouver mon père. Et dans toutes les agressions que j'ai vécues en étant mineure, je savais que mes parents avaient des discussions. En revanche, je ne savais pas du tout la tournure que ça avait pris, les conclusions que ça avait amenées, les conséquences que ça avait faites, s'il y avait eu discussion avec les parents, etc. Je ne savais rien du tout. C'est que plus tard que ma mère m'a dit que à partir de ce moment-là, j'avais plus le droit d'aller avec les garçons, par exemple. Quand il y avait des repas, etc., et que les enfants partaient dans le jardin, bah, j'étais beaucoup plus surveillée, entre guillemets.
Tu nous as dit que tu avais été victime de plusieurs agressions sexuelles en étant mineure. Ouais. De mes 6-7 ans jusqu'à mes 22, j'ai eu au moins une agression sexuelle par an. De mes 8 ans à mes 10 ans, j'ai eu un petit cousin. La maison de ses grands-parents et la maison de mes grands-parents étaient juste à côté. Et pendant 2 ans, quand j'allais à l'étang et que je voulais me changer en maillot de bain, il me courait après pour me voir nue sous ma serviette. Pareil, il me courait après aussi pour toucher mes seins. Aussi, une fois où il jouait au ping-pong avec un autre cousin, le gagnant avait le droit de m'embrasser. Et du coup, il y en avait un qui me tenait les mains derrière le dos et l'autre qui m'embrassait. Ils avaient quel âge, eux ? 1 an de moins que moi. Je pense qu'il y a une stratégie de défense qui s'est mise par rapport à moi et comment j'étais vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur famille, etc., etc. Et je pense pas consciemment de volonté à être insolente, mais il y avait quand même une certaine, peut-être partie de moi qui essayait de me protéger. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a la grande-tante, donc leur grand-mère, lors d'un grand repas de famille avec tout le monde, qui s'est levée et qui m'a engueulée et qui m'a dit de rentrer chez moi. Déjà, c'était très humiliant de se faire engueuler et mise à la porte vraiment face à genre une trentaine d'adultes. Qu'est-ce qu'elle te reprochait à ce moment-là, cette grande-tante ? C'était d'être insolente et c'était de ne pas être respectueuse. Et de là, ça a été hyper dur parce que le soir, je suis retournée dans cette maison et je l'ai vue. J'ai essayé d'en parler. Je lui balance tout en larmes, etc., etc. Je lui raconte la partie de ping-pong où le jeu, c'était de pouvoir m'embrasser à la fin. Je lui raconte toutes les courses-poursuites qu'il y a eu où moi, j'avais vraiment l'impression que je courais pour ma vie. Je lui racontais aussi qu'il en était fier. Il allait dire aux autres « Ah ouais, j'ai touché les seins de Charlie, etc. » Les fois où il a voulu me voir nue quand j'ai essayé de me changer et tout. Elle me dit « Mais tu dis n'importe quoi, mais t'es une menteuse. Ta place, c'est dans un hôpital psy. T'as pas intérêt à mettre les pieds ici, etc. etc. » Et du coup, moi, je fonds en larmes parce que je pensais que si je disais la raison pour mon comportement, on allait au moins avoir une discussion, enfin qu'au moins ce que j'allais dire allait avoir un impact. Oui, qu'elle allait comprendre ton insolence, d'où ça venait et pourquoi ton comportement avait changé ces derniers temps. Ouais, et en fait, pas du tout, quoi. Et du coup, je suis rentrée chez ma grand-mère en larmes et ma mère m'a demandé ce qui s'est passé et je lui ai tout raconté. Et encore une fois, je sais que le lendemain, mon père est allé les voir. Je ne sais pas ce qui s'est dit. On m'a juste dit, maintenant, tu n'as plus le droit d'aller chez eux. Quand on a parlé à tes parents, est-ce que tout de suite, ils t'ont dit qu'ils te croyaient ? Pas du tout, surtout qu'en plus de ça, moi, je me souviens, j'arrive chez moi en pleurs, ma grand-mère est en train de fermer les volets. Ma mère essaye de lui expliquer un petit peu ce qui se passe et que ça va pas bien pour moi, etc. Ma grand-mère est en mode, j'ai pas envie d'entendre. On n'en parle pas. C'est pas entendu, c'est rien passé. Surtout que quelques jours plus tard, ils étaient chez nous en train de jouer. Et après, moi, ce qu'on m'a dit aussi, parce que j'en ai reparlé au lycée de cette agression, et l'assistante sociale, quand je lui ai expliqué ce que j'avais vécu à cette période-là, elle m'a dit « Oui, mais vous savez, c'est la période où les petits garçons et les petites filles se découvrent, et que du coup, ils ont aussi besoin de voir le corps de l'autre, ils sont curieux et curieuses. » Et ça, je crois que ça a fait encore plus mal que l'agression en elle-même, quoi. On te dit que ça a été fait par curiosité, par jeu. Donc, c'est même pas dire que t'es menteuse, c'est dire ça a existé, mais en fait, toi, tu t'es sentie agressée, mais finalement, dans la psychologie de l'enfant, c'est normal. C'est comme les maîtresses d'école qui banalisent les jeux, là, touche pipi, ce genre de choses-là. Avec le passé que j'ai, je supporte pas ça, quoi. Est-ce que tu penses que la religion, ça a eu un impact dans tout ça ? Genre dans la façon dont ta famille a interprété tout ce qui s'est passé ou pas forcément ? Oui. Ça a eu un impact parce que c'est quelque chose qu'on rend très tabou. Étant donné qu'on est dans le catholicisme, c'est une religion qui a beaucoup de péchés, et notamment le péché de chair, tout ce qui va être en lien avec la sexualité, etc. Et du coup, on a beaucoup de mal, même en général, de parler de sexualité. Il paraît que mon père a parlé à mes frères de sexualité, mais moi, ma mère, elle m'en a jamais parlé. C'était un tabou. Alors, essayez d'imaginer que si la sexualité, on n'en parle pas, les agressions sexuelles, on en parle encore moins. C'est pour ça que c'est à travers la sexualité que je me suis indépendantisée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me souviens, ma mère, elle était en dépression quand j'ai fait ma première fois. Ça allait pas très bien avec mon père et ma mère à ce moment-là. J'avais 14 ans. Et je me souviens, elle était en train de jardiner. Et je lui ai dit, j'ai fait ma première fois. Elle m'a regardée.
Ok, elle a recommencé à jardiner. Et j'étais là en mode, putain, j'aurais pu vraiment lui dire, demain, je vais manger chez une pote. Ça aurait été la même chose, quoi. Et inconsciemment, je me suis dit, tu sais quoi, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé. Eh ben moi, je vais aller à fond là-dedans. Pour une famille catholique, j'avais beaucoup de copains, je sortais avec des mecs. Ma mère me disait que j'étais une allumeuse, hein, parce que je me mettais sur les genoux des mecs, je faisais des câlins à tout le monde, etc., etc. Je pense pas que je le nie d'être une allumeuse. Hein. Je pense que j'étais vraiment dans une volonté d'aller chercher le lien. C'est juste que le terme est très péjoratif. C'est juste que voilà, le terme est hyper péjoratif et pendant très longtemps, c'était très culpabilisateur. Est-ce que tu crois que le fait qu'il n'ait jamais répondu quand tu parlais de sexualité, t'essayais de créer une discussion ? Il y avait totalement ça. Parce que j'ai essayé plusieurs fois de poser des questions, mais putain, elle me donnait des métaphores. Je crois que j'ai posé une fois une question à ma mère du genre, c'est quoi un orgasme ? Elle m'a dit, tu vois quand t'es au soleil et que c'est agréable parce que c'est chaud, bah c'est ça, mais en 10 000 fois mieux. Et j'étais en mode, waouh, c'est un coup de soleil. J'étais en mode, mais c'est dur à s'imaginer et tout. En plus de ça, je trouve que c'est pas du tout vrai parce que je trouve qu'un orgasme, ça vient de l'intérieur et ça explose vers l'extérieur. Je vois pas du tout où elle veut en venir. Tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ou pas ? Le premier souvenir, entre guillemets, de la sexualité que je peux avoir, j'étais ado au collège et il y avait un mec qui m'avait grave plu et du coup, on s'envoyait des sextos. Juste des trucs en mode qu'est-ce qu'on aimerait se faire, etc. Physiquement, ça m'avait vraiment touchée, mais je ne me suis pas masturbée avant mes 18 ans. À partir de quel moment t'as arrêté de voir la sexualité comme une agression qu'on pouvait te faire et que t'as eu envie d'aller l'explorer ? Là, c'est un processus qui est toujours d'actualité. Hein. Je pense que malheureusement, avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai pris dans la gueule, c'est vraiment un travail, quoi. Il y a eu la découverte déjà de la sexualité avec des gens qui te respectent un minimum. Après, tu te rends compte de la sexualité hétéronormative, cis et phallocentrée, et où je me suis fait chier très rapidement. Une des conséquences des traumas de violences sexistes et sexuelles, c'est l'hypersexualité. C'est-à-dire, c'est des gens qui soit voient un peu tout à travers le prisme de la sexualité, soit ont un désir fou, etc. Bah, moi, j'étais clairement là-dedans. J'étais pas du tout du genre à me faire, par exemple, des coups d'un soir ou des trucs comme ça et tout. Par contre, j'étais dans une volonté d'explorer, d'aller chercher des choses. Donc, ça passait par regarder du porn. Quand j'ai vu face à moi des hommes qui étaient intéressés par la sexualité à partir du moment où elle se faisait dans un lit, le soir, avec la lumière éteinte, un missionnaire de 15 minutes, sans lubrifiant, j'étais en mode, c'est pas ouf la sexualité. Et surtout que j'avais pas d'orgasme aussi, donc c'était compliqué. Et du coup, ça a été à travers des rencontres. C'est passé par exemple, des retraites de tantra entre femmes. C'est passé par énormément de la lecture érotique, lecture féministe. Et c'est avec la rencontre de Talia, c'est ma meilleure amie à l'heure actuelle. Quand je l'ai rencontrée, elle était travailleuse du sexe. C'est elle qui m'a tout appris. Je l'ai rencontrée parce que je voulais aussi être travailleuse du sexe. Elle m'a montré que la sexualité, ça avait ni limite, que ça pouvait être tout et n'importe quoi. Il y a une phrase qui dit « La sexualité commence là où en fait tu veux l'avoir. Si tu as envie de rendre quelque chose de sexuel, tu peux le rendre sexuel. » Et en plus de ça, elle m'a ouvert les portes du BDSM. On n'est pas que sur du sexe vanille. Donc pour expliquer ce que c'est le sexe vanille, c'est comme la glace à la vanille, quoi. C'est quelque chose de doux et tout le monde, globalement, aime ça. C'est ce qu'on prend un petit peu quand on sait pas ce qu'on veut, etc. Et ben, le sexe vanille, c'est ça. C'est la sexualité de tous les jours, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tout ça, toi, ça t'a attiré et t'as eu envie d'aller vers cette sexualité-là et vers ce travail-là ? Parce que justement, comme la sexualité pour toi, ça n'avait jamais été très chouette et plutôt source d'agression et de mal-être, est-ce que c'est parce que en fait, t'avais besoin d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose à toi ? Totalement. C'était vraiment une manière de m'indépendantiser et d'exister. À l'heure actuelle, maintenant, c'est problématique. Parce que si tu te définis que à travers la sexualité, j'ai des amis qui ont arrêté de me parler parce que les seules discussions, entre guillemets, que je pouvais avoir, c'était des discussions sur le cul. J'ai un meilleur ami qui m'en a parlé à un moment donné en disant « Charlie, tu n'es pas que sexualité. » Et heureusement qu'il y a eu une personne qui a été là pour me le dire. Et puis en plus de ça, parler de sexualité, il faut déjà qu'il y ait un consentement entre les deux personnes. Parce que
La sexualité, c'est quand même quelque chose d'hyper intime et qui renvoie à plein de choses en soi, en plein de choses par rapport à soi, par rapport aux autres. Et en fait, ça, moi, je m'en rendais pas compte. Et au contraire, j'aimais bien ce côté un peu choquer les gens. Et ce moment où t'en parlais comme ça beaucoup et t'avais l'impression que tout était sexualité, que tout dans ta vie l'était, est-ce que t'as le sentiment que ça s'est un petit peu calmé avec le temps? Ou en fait, encore aujourd'hui, ça prend vraiment toute la place dans ta tête? Maintenant, c'est assez différent parce que là, je suis en train de vivre un truc que j'ai jamais vécu. C'est que j'ai 0 libido. C'est génial de découvrir ce que c'est. C'est le contact et l'intimité et le rapport au corps sans sexualité. J'ai envie de pouvoir avoir des potes mecs, c'est le cas, chez qui je peux aller dormir et il se passera rien du tout. Par exemple, je vais me faire masser. Ou par exemple, j'ai des amis avec qui je fais du BDSM. Et ça, c'est rigolo parce que pour certains, c'est du sexe. Et pour moi, j'en fais pas. Mais à l'heure actuelle, ça prend encore une place forte. Ça fait 4 ans que je suis travailleuse du sexe, mais ça fait que 1 an et demi que je le fais à plein temps. Quand quelqu'un fait une reconversion professionnelle et fait de sa passion son travail, automatiquement, cette personne, elle est passionnée, donc elle va t'en parler pendant des heures. Et je suis obligée de me censurer. Tu viens de nous dire que ça faisait 4 ans, du coup, que t'étais travailleuse du sexe. Ça a commencé comment? Comme ma mère m'avait sorti pendant une bonne partie de ma vie que j'étais une allumeuse, je me suis dit, tu sais quoi? On va y aller à fond dedans. On va faire l'allumeuse. Mais on va demander à être rémunéré pour cela. Et du coup, pour commencer, je me suis dit que j'allais faire escort girl. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Le rendez-vous n'a même pas eu lieu. Le mec était censé prendre la chambre d'hôtel. Enfin bref, il y a eu plein de complications. Du coup, je me suis dit, mauvais bail. On va trouver autre chose. Et durant ma première année de sociaux, où vraiment j'étais hyper impliquée en termes de militantisme et que j'étais aussi dans des groupes féministes, radicales, pro-sexe, pour les droits des TDS, donc les travailleurs et travailleuses du sexe. Talia, qui était une TDS avec qui j'étais en contact grâce à ce groupe de féministes, on a beaucoup parlé des différents sites qui existaient, de comment on s'y émettait, visibilité, pas visibilité, est-ce qu'on montre son visage ou pas, etc. J'ai commencé à faire du virtuel, donc ça veut dire faire des vidéos, appeler, envoyer des messages, mais c'est jamais du face-à-face. J'ai commencé à faire ça, mais que dans du BDSM, et ce qu'on appelle aussi le feet fétiche, c'est tout ce qui concerne les pieds. Je l'ai fait de janvier à juin, et à juin, je me suis dit, allez, j'aimerais bien faire un truc avec plus de contact physique, quoi. Et puis je me disais, si t'es dominant en virtuel, est-ce que vraiment, si t'as jamais eu un mec en face de toi réellement, et que tu le domines, t'es vraiment capable de dominer? Du coup, comment ça se passe quand même la première fois où tu n'es plus dans le contrôle de chez toi avec ta caméra ou ton téléphone et que tu décides d'accueillir un client chez toi? Comment ça se passe? Je me souviens même pas de la première fois. Je peux te dire quelles sont les étapes et le processus à faire pour me rencontrer, par exemple, en tant que TDS. Par contre, si, je peux dire que l'appréhension a été présente. C'est pas de l'appréhension ou du stress comme premier jour de taf, etc. C'est plus, est-ce qu'il va m'arriver une merde? Du coup, on a des manières de faire pour être le plus safe possible. Moi, j'ai accueilli tout le temps. Parce que toutes les fois où les séances se sont faites autre part, c'est là où je me suis fait agresser. Tu préfères que ce soit un lieu que tu choisis? Ouais, parce que le rapport de domination, il n'est pas le même. Quand quelqu'un arrive dans ton espace, c'est toi qui domines parce que tu connais ton espace et que lui ou elle ne le connaît pas et que du coup, ça va te permettre déjà d'analyser pas mal de choses. Une des règles, c'est on a un backup, c'est quelqu'un à qui on envoie un message pour dire voilà, j'ai rendez-vous à telle heure avec telle personne pendant tel temps. Et si, par exemple, elle n'a pas reçu de message en tant de temps, elle appelle la police ou des contacts proches, etc., etc. Il y a aussi un truc, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. Dans ta conversation, quand tu négocies une séance, à un moment donné, de dire non. Pour le jour, pour la date, l'heure, l'endroit, les pratiques. De dire, là, moi, je fais telle pratique. Par contre, celle-ci, c'est mort, je la fais pas. Même si tu l'as fait. En fait, ça te permet juste d'analyser la manière dont tu réagis au non. C'est une sorte de prémisse de si jamais pendant la séance, tu dois dire non et tu reposes le cadre, voir comment la personne elle gère la chose, tu vois. Ce test du non, tu le fais au moment où vous êtes encore à l'écrit en train d'échanger et pas au moment où la personne est déjà arrivée chez toi? Ouais, c'est via les réseaux sociaux. Tu disais tout à l'heure que tu pouvais nous expliquer quelles étaient exactement toutes les étapes qu'il fallait, entre guillemets, franchir pour réussir à avoir un rendez-vous avec toi.
Moi, j'ai de la chance d'avoir la possibilité d'avoir assez de clients qui viennent me voir via les réseaux sociaux. Normalement, il existe des sites internet spécialisés pour les escort girls et pour les dominatrices. Du coup, la personne, elle me contacte sur Twitter. C'est là-bas que je suis le plus connue, c'est là-bas que j'ai le plus de followers, c'est là-bas que je peux mettre de plus de contenu. Donc, c'est là où je monte mon univers et c'est hyper important pour moi que la personne, elle se documente sur moi avant. Il y a 45 000 manières de faire du BDSM. On s'imagine 50 nuances degrés, on s'imagine du cuir, du noir, du rouge, des fouets. Il peut y avoir des flip-flops, des fleurs, du rose, du vert, du violet, du orange. Enfin, du coup, je vais pas dominer de la même manière qu'une autre domina, etc. Et en plus de ça, c'est déjà arrivé en fait que des clients viennent me voir en plein milieu de la séance, ils me disent on arrête là. Et après, en discutant avec cette personne, je me suis rendu compte que c'était un mec qui avait l'habitude d'aller voir des TDS en Suisse, dans des donjons, avec le matériel nécessaire, avec des femmes talons aiguilles, tout de noir, etc. Moi, t'arrives dans mon salon, c'est violet et vert. C'est pas du tout la même chose en termes de domination. Et du coup, on me contacte sur Twitter. Moi, je demande quelles sont les pratiques de la personne, quelles sont ses limites. Est-ce que cette personne, elle a déjà pratiqué avec une TDS ou pas? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Et est-ce qu'il y a des choses où c'est vraiment mort, etc. Ensuite, moi, j'explique quelles sont mes limites à moi, quelles sont mes pratiques à moi et mes prix. Et je demande un acompte obligatoire parce que un nombre incroyable d'hommes s'amusent à contacter des TDS pour ensuite leur foutre des faux plans. Et du coup, ça nous fait perdre du temps et de l'argent et c'est très fatigant. Si on est d'accord et si on est raccord sur les pratiques pendant la durée de la séance et qu'on est raccord aussi sur notre mode de fonctionnement, etc., on essaie de se trouver un créneau et on se donne rendez-vous à ce moment-là. Et moi, j'aurai mon local, machin, il sera mis comme il faut, etc. Comment tu t'assures que les gens ont bien vu ton profil, savent quelle est ta personnalité en discutant? Ouais, alors ça dépend parce qu'en fait, il y a des gens, ça les excite de discuter avec une dominatrice. C'est ce qu'on appelle des fantasmeurs, hein. Ces hommes qui envoient des messages et appellent pour avoir un plaisir érotique, etc. Il faut trouver une sorte de moyenne. Si tu parles trop longtemps avec la personne, c'est pas bon. Si tu parles vraiment pas longtemps, c'est pas safe en termes de sécurité. Et en fait, malgré ça, t'as quand même des moments où t'as pas d'alchimie avec la personne. C'est quoi ce qui peut potentiellement faire qu'une séance est un peu ratée? La séance, elle est réussie déjà quand il y a communication, quoi. Quand il y a respect du cadre. Et après, il y a des gens, tu vas les voir dans la rue et juste tu vas être en mode « Ah, cette personne, je peux pas me la voir ». Et il y en a d'autres, tu vas être en mode « J'en suis sûre, ça va matcher ». Et ben c'est pareil avec les clients, en fait. Il y en a, tu rentres, ils discutent, tu parles un peu avec eux et en fait, tu te rends compte que trop cool, t'aimes bien cette personne et tout, t'arrives à aller en empathie et un contact intime. Je pense que, au-delà des pratiques sexuelles, je pense que c'est là où, pour moi, c'est une bonne séance. C'est quand je vois que ça a pris un autre level. Ça ressemble à quoi, une séance? Alors, une séance, ça ressemble à un mec tout stressé. Je les accueille. Je leur demande toujours presque s'ils veulent un verre d'eau. Souvent, les gens s'attendent à la domina, froide, sévère et tout. Moi, je suis toute souriante, toute bienveillante et tout. Je suis une grosse sadique, donc je peux faire des trucs très violents, mais avec du fun, avec le sourire et tout. Et du coup, proposer de l'eau, c'est une manière juste de rentrer en contact. Si je pose pas cette question, la session n'a pas commencé. Faut s'imaginer la responsabilité que c'est quand même de dominer quelqu'un sur sa sécurité émotionnelle, sur les pratiques qu'on va faire et tout. Moi, je suis obligée aussi de trouver un truc pour me faire un peu redescendre. Et du coup, ce truc de « tu veux un verre d'eau? Ah, trop cool !» Du coup, je peux m'extraire un tout petit peu, aller dans la cuisine. Et après, question basique. Ça va, c'était pas trop compliqué de trouver une place? T'es venu comment? En métro, en machin, etc., etc. Donc, on avait décidé en amont des pratiques qu'on allait faire. On se dit, t'as envie de commencer par quoi? C'est quoi qui te ferait le plus kiffer? Globalement, moi, j'ai tendance à déjà tout préparer en termes de matériel, en termes d'hygiène, etc., etc. Ça peut être un fétiche qui va passer 1 heure à masser mes pieds, à faire des bisous sur mes pieds, à les mordiller. Enfin, en fait, et à faire aussi ce que j'ai envie. Dans le BDSM, je me suis en fait concentrée et du coup, maintenant, j'ai un champ d'expertise sur certaines pratiques. Une partie qui va être sadomasochiste, qui va être sur la douleur, par exemple, du needle play, donc c'est mettre des aiguilles dans la peau, par exemple. Il va y avoir de l'impact play. Une fessée, par exemple, c'est de l'impact play.
Après, tu as ce qu'on appelle le sensational play. Le sensational play, c'est en fait un jeu de sensations. C'est-à-dire qu'on va te faire passer sur le corps à la fois des trucs qui font mal, à la fois des trucs qui sont agréables, à la fois des trucs qui sont doux, à la fois des trucs qui sont rugueux. On va mettre de la cire chaude et puis ensuite, on va passer des glaçons et ensuite masturber un homme. Je kiffe ça. Et du coup, je fais ce qu'on appelle de l'edging et du tease and denial. C'est un peu les mêmes trucs. Edging, c'est masturber un homme jusqu'à ce qu'il soit à 2 doigts de jouir et là, tu le lâches. Et du coup, il redescend. Et ensuite, tu le fais remonter. Ensuite, tu fais redescendre. Tu vas toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et ça peut s'amener avec ce qu'on appelle un orgasme ruiné. Tu l'amènes jusqu'au bord de la jouissance. Et en fait, t'arrêtes tout. Le sperme sort, mais il n'a pas d'orgasme. Donc l'objectif, c'est la frustration. Ah ouais, j'en ai un nombre incalculable. Pareil avec la cage de chasteté. C'est une cage en forme phallique plus ou moins grande, avec un cercle où on met du coup les testicules. L'homme ne peut pas, en fait, avoir d'érection à cause de cette cage. C'est une pratique aussi BDSM. Tu nous disais tout à l'heure que toi, tu avais des limites. Ce sont lesquelles dans ce cadre-là ? Déjà, moi, je pratique pas tout ce qui est urophilie, scatophilie, zoophilie. On va avoir le race play, qui consiste à l'humiliation sur la race, l'ethnie de quelqu'un. En gros, pour moi, être raciste, mais que cette personne consent à ce racisme-là. Je vais pas faire ce qu'on appelle d'ABDL. C'est souvent des hommes qui aiment porter des couches et être considérés comme des bébés. Tout ce qui va être autour de la religion aussi. Et ensuite, après, concernant mon corps, moi, je peux aller au contact de mes clients. Ça m'arrive souvent de faire des câlins à des clients. Ça m'arrive souvent de caresser une épaule, une main, machin, etc. Mais par contre, moi, ma règle de base, c'est tu me touches pas. Mais en revanche, il arrive que notamment quand je fais de l'anal, donc de la sodomie, etc., moi, je suis celle qui pénètre. Les hommes n'ont pas le droit de me pénétrer, ils n'ont pas le droit de me toucher les zones érogènes. Et on est dans des positions qui peuvent être très proches, tu vois. Et du coup, quand je suis OK avec le client, que je l'ai déjà vu, que je sais qu'il n'ira pas au-delà de mes limites, etc., j'accepte un contact partiel, me prendre les cuisses, me prendre les mains, ce genre de choses. Et pareil, pas de sexualité vanille. La seule chose qui ressemble à la sexualité un peu de tous les jours, c'est la masturbation. Par contre, la nudité, moi, j'ai aucun problème à être nue en séance, mais comme j'ai aucun problème à être en jogging en séance. Justement, tu disais tout à l'heure que toi, t'étais pas en tenue de cuir et en escarpin, etc. C'est quoi, par exemple, tes tenues ? Quand t'accueilles un client, t'es habillée comment ? Des tenues de tous les jours. Je peux avoir un short, un mini-short. J'aime bien porter des salopettes. Après, j'ai des tenues qui sont spécifiques à mon travail. Si jamais les clients le demandent, ils peuvent dire « Voilà, j'aimerais bien que vous me dominiez dans cette tenue-là. » Mais j'accueille toujours les gens habillés comme je suis. Ça peut être en jupe, en robe. Mais par exemple, en ce moment, je me maquille pas du tout. Donc, je ne suis jamais maquillée au travail. Tu disais que dans les pratiques sexuelles ne devaient pas ressembler à de la sexualité vanille. Est-ce que quand ton client arrive et que c'est pour du BDSM, est-ce qu'il y a forcément un acte sexuel ou pas forcément ? Non, pas spécialement. Des fois, c'est pas du tout ça qu'ils recherchent. Les raisons pour lesquelles mes clients viennent me voir, il y en a autant que le nombre de raisons pour lesquelles des personnes vont se faire masser. Ça peut être un espace à soi. Ça peut être une bulle hors du temps où ils lâchent prise. Ça peut être un espace où ils se sentent safe avec une femme. Le TDS, c'est totalement un travail du care. Parce que déjà, on fait pas du BDSM sans faire ce qu'on appelle l'aftercare. Après une séance de BDSM, souvent c'est un peu intense. Du coup, il faut un temps où la dominatrice prend le temps de ramener un peu sur terre la personne et de faire attention à elle et de s'occuper d'elle en lui proposant un verre d'eau. Je propose aussi des massages. Je fais une formation de massothérapeute. Et maintenant, j'ai des clients qui, à la base, venaient me voir pour du BDSM, qui maintenant viennent me voir pour des massages. Après, franchement, si je devais donner un pourcentage, je partirais sur quand même 70% d'excitation sexuelle, quitte à ne pas jouir, parce que t'as des hommes qui n'arrivent juste pas à jouir. Et t'as quand même 70% des gens qui vont soit demander à être masturbés ou se masturber. Est-ce que du coup, tes tarifs, ils varient en fonction des pratiques que tu proposes ou tu factures au temps passé ? J'ai décidé de facturer au temps. Il y a plein de travail en amont, il y a plein de travail après. Par exemple, si je faisais beaucoup moins cher les séances, j'en aurais beaucoup plus. Mais du coup, j'aurais aussi beaucoup plus de clients. Et il y a aussi ce truc de... J'ai pas envie d'avoir, par exemple, genre 4, 5 clients qui viennent par jour. C'est pas comme ça que je vois mon travail. Quand j'ai commencé, j'étais pas au même tarif que maintenant. L'heure, on était à 150 €, avec un acompte de 50 €.
Les 100 € étaient payés en début de séance en cash. Et maintenant, je suis passée à 250 €. Et là, quand tu changes de tarif, ça te fait un gros changement parce que tu as beaucoup moins de clients. Mais je pense que ça en vaut le coup parce qu'en 4 ans, tu gagnes en expertise, en compétences. Tu as un studio, tu as un endroit où tu as du matériel qui est là, etc. Donc, tu as quand même pas mal de choses. Il y a eu un moment donné où 150 € pour être responsable d'une personne pendant 1 heure, parce que ça te fatigue comme pas possible, c'était pas possible en fait pour moi. Et du coup, j'ai commencé à augmenter mes tarifs et je trouve que ça vaut mon temps. T'as combien de clients à peu près ? Alors, j'en ai un, je le vois tous les mois. Il paye un abonnement, c'est-à-dire qu'il paye 500 € par mois, soit une séance de 2 heures, soit 2 séances d'1 heure. Je pense qu'on serait sur une moyenne à peu près en ce moment de 5 par mois. Il faut se rendre compte que dans tout ce que je fais, en réel, en virtuel, je fais des vidéos sur Internet, je suis actrice porno dans des films éthiques et féministes, j'organise des événements sexpo à Lyon, donc je fais 45 000 choses. Ce n'est qu'une partie de mon travail. Si je faisais que du réel, par exemple, je serais obligée d'augmenter. Du coup, en virtuel, tu gagnes de l'argent avec un OnlyFans ou un truc comme ça ? Exactement. J'ai 2 comptes sur lesquels les gens peuvent s'abonner. C'est 15 $ par mois. Je suis prise d'une commission, moi je touche 12. C'est des vidéos que je tourne dans mon studio et que j'ai tournées aussi chez moi et que je tourne avec les soumis qui le veulent, dans l'anonymat ou pas. Il y en a qui, ça fait partie de leur fantasme, etc. Et quand t'es toute seule, ça ressemble à quoi une vidéo ? Je suis plutôt connue pour faire des vidéos où je parle, en fait. Ça va être beaucoup de l'humiliation, du verbal. Ça va être aussi du feet fétiche, donc beaucoup montrer ses pieds. Ça va être beaucoup d'adoration aussi du corps. Montrer ton corps petit à petit et dire à la personne t'as vu comme mes seins sont beaux, t'aimerais bien pouvoir, mais tu peux pas, etc. Et ensuite, il y a aussi des vidéos qui sont très, très famous, qui s'appellent les Joy. C'est Jerk Off Instructions. En fait, tu donnes des instructions pour que le mec jouisse. Et après, moi, il y a des trucs aussi que je me rends compte qui ont plus de succès d'autres. Donc, je fais aussi en fonction de, OK, quand je vois qu'il y a une vidéo qui se vend méga bien, bah OK, je vais continuer sur ce sujet-là. Est-ce que, par exemple, il y a des vidéos où tu te masturbes, où toi, tu es pénétré, etc., où tu te mets dans des postures que tu n'acceptes pas en séance ou pas du tout ? Si, du coup, il y a des vidéos de moi où je me masturbe, etc. Et en fait, ma règle, moi, c'est de ne pas performer comme on pourrait voir, par exemple, sur Pornhub. Exemple, vidéo de moi qui me masturbe sur une de mes plateformes. Ça va pas être une vidéo de moi qui va être juste là à faire des cris et à m'extasier et à m'envoyer, entre guillemets, des godemichés, etc. Je me masturbe d'une certaine manière. Et en fait, j'essaye de montrer ce qui est le plus réel de moi. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué et je suis dans un piège parce que à chaque fois maintenant que j'ai une envie de me masturber ou quoi que ce soit, il y a toujours une voix dans ma tête qui fait « Bon, tu peux bien filmer ça de toute façon, ça te fera du contenu. » C'est quoi que t'aimes le plus dans ton boulot ? Déjà, la liberté de pouvoir un peu travailler quand je veux et d'être libre de mes mouvements. Pouvoir monter à Paris pour parler de sexualité pour un podcast, moi, je le considère comme mon travail parce que c'est une manière de transmettre des informations. C'est une manière aussi d'informer les gens sur mon travail. Ensuite, il y a la créativité. Je pars du principe que tout est érotique, donc si j'ai des idées, je sais pas, la dernière fois j'ai reçu un super micro et du coup j'ai fait de l'ASMR érotique, c'était trop drôle à faire. Le rapport aux hommes, avant j'étais en colère contre les hommes, j'avais envie de les buter tous, j'étais en mode ils sont tous des connards, tous des violeurs, alors que la première personne qui m'a donné un livre féministe, c'est mon frère. Et moi il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où on te paye pour que pendant 1 heure, tu frappes dans les couilles d'un mec, le BDSM ne doit pas être que vengeance. Enfin, tu domines pas quelqu'un seulement par vengeance, mais symboliquement, pouvoir avoir la possibilité de frapper dans les couilles d'un mec ou qu'un mec te dise « vas-y, là, tu m'attaches et tu me frappes, quitte à ce que je pleure », ça m'a fait comprendre que déjà, j'étais capable d'être violente. Par exemple, maintenant, quand je marche dans la rue, j'ai moins peur de pouvoir attaquer la personne si jamais je me sens en danger. Et il y a aussi une empathie par rapport aux hommes, parce que le nombre d'hommes qui est venu me voir en voulant se faire sodomiser parce que, par exemple, cet homme a 60 ans, qu'il a une famille, un job, et qu'il n'assume pas son homosexualité. Parce qu'un homme n'arrive pas à jouir de la main de quelqu'un d'autre parce qu'il s'est fait violer quand il avait 14 ans. Parce qu'un homme a été victime d'inceste. Enfin, j'en ai un nombre incalculable d'hommes comme ça. D'autres victimes du patriarcat.
D'autres victimes du patriarcat, exactement. Et une autre chose aussi qui me permet l'empathie, c'est que moi, par exemple, je rencontre des problèmes dans ma sexualité. Par exemple, moi, je sais pas avoir d'orgasme si c'est quelqu'un d'autre qui me touche. Et en fait, un jour, j'ai vu chez moi arriver un client, il avait la même problématique que moi. Et en fait, il y a eu des trucs, par exemple, quand il est très excité, il se met à trembler. Chose que moi aussi, j'ai quand j'ai beaucoup d'excitation et que je sais que potentiellement, si j'arrivais à lâcher prise ou je sais pas quelle connerie, j'arriverais à atteindre l'orgasme. Eh ben non, je me mets à trembler de tous mes membres, sauf la seule chose qui vibre pas, du coup, c'est ma chatte. C'est incroyable. Et là, on se connaît depuis 1 an et demi. Et il y a quelques mois, j'ai réussi à le faire jouir. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, si j'ai réussi à le faire jouir, c'est-à-dire que moi, un jour, peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui arrivera à me faire jouir. C'est incroyable qu'on montre 45 000 choses comme quoi les hommes et femmes sont différents, mais que même dans ta manière de masturber, même les blocages que tu peux avoir, ou les questions que tu peux te poser, ou les violences que tu peux vivre, eh ben en fait, les hommes aussi, quoi. Et du coup, c'est vraiment un métier qui m'a réconciliée avec les hommes. Mais il faut pas quand même oublier que c'est un métier risqué. Toutes mes collègues TDS se sont fait au moins agresser 1 fois dans leur travail. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas plus de gens chelous dans le travail que je fais que dans d'autres endroits. C'est-à-dire que moi, je peux faire une statistique du nombre de fois où j'ai été agressée, où ça s'est pas bien passé en séance, au pourcentage d'hommes que j'ai vus depuis 4 ans. Quand j'ai vu que, quand je travaillais dans mon kebab, on me demandait de porter des bretelles et une robe pour que ça donne envie aux clients de venir, mais par contre que j'avais pas le droit de me baisser d'une certaine manière et que je me faisais draguer et par mes clients et par mes collègues. Moi, je dis souvent que dans ma vie, 99% des agressions ou des viols que j'ai pu vivre, c'est dans l'espace privé. C'est avec un ex, un mec, un plan cul, un coup d'un soir ou qu'importe. Et dans mon travail, j'ai eu 1 fois où ça a été dramatique. 1 seule fois, et c'était 1 fois où j'étais pas chez moi, et c'est 1 fois où j'ai pas fait les différentes stratégies de sécurité. Je venais de commencer, et ça c'est important de dire qu'il faut se renseigner avant de faire un métier, mais comme dans tout, c'est d'apprendre. Et moi j'ai eu 1 fois un client, j'avais commencé le TDS en janvier, en juin je me dis je veux faire du réel, et je tombe sur cet homme très charismatique et qui me dit qu'en plus de ça, il travaille dans le porno et qu'il est soumis amateur. C'est-à-dire que c'est quand on a besoin de faire du porno BDSM, on fait appel à des soumis. Et lui, il faisait partie de ça. On fait une première séance dans son donjon, qui se passe bien. Il me paye 100 € pour 4 heures passées avec lui. 2e fois, il vient me chercher pas loin de chez moi. Et dans la voiture, il commence à me dire « Ouais, j'ai un pote, des fois il vient aux sessions, comme ça permet à la TDS de se faire un peu plus d'argent, il est très safe, il fait rien avec les TDS, mais c'est juste un jeu entre nous, des fois il m'arrive de lui faire une fellation, etc. » Moi je dis « Allez, pourquoi pas ?» 1 fois que j'ai dit oui, son discours change. Il dit « Voilà, ce qui serait cool, ce serait que quand il arrive, tu sois dénudé, que tu le charmes un peu, que tu lui fasses des compliments, que tu lui proposes à boire. Ensuite, tu lui donnes tes tarifs, tu lui dis ce que tu veux ou veux pas faire. Puis ensuite, il nous rejoint dans le donjon et tout. » Alors déjà, je suis là en mode, on était parti pour une séance, toi et moi, avec des pratiques sur toi et tout. Là, tu me dis qu'il faut que j'accorde un certain temps à l'accueillir et à faire un rôle que j'ai pas à faire dans mon taf. Finalement, cet homme est arrivé, j'ai fait tout ça. J'ai dit, voilà, tu peux pas me pénétrer, tu peux pas m'embrasser, tu peux me toucher que avec tes doigts et tu peux pas toucher ma vulve, etc. Je lui ai dit pour combien. Il a juste fait la réflexion en mode, bah, c'est cher pour pas beaucoup, quoi. Moi, j'ai pas relevé, je suis allée au donjon, machin, j'ai fait mon bail. Au début, je dominais mon client et puis ensuite, j'ai forcé mon client dans le jeu. Il était consentant pour cela. Mais j'ai forcé mon client à aller faire une fellation à l'autre. Je me suis mis à côté du mec. Il a commencé à mettre sa main sur ma cuisse et il m'a pénétré avec ses doigts dans ma vulve. Il avait déjà mis cette main-là sur son pénis, donc j'ai chopé une chlamydia. C'était à la fois un moment de sidération et à la fois un moment de... J'étais plus dans mon corps et en même temps, il y avait toute une partie de moi qui disait « Charlie, il est 23h30. T'es dans un endroit que tu connais pas, t'as pas moyen de sortir, t'es avec 2 mecs, donc déjà, il va falloir que t'expliques pourquoi tu veux sortir. T'es à poil, t'as pas là à porter de Uber, de machin, etc. Je préfère passer 10 minutes là à vivre un enfer et à dépasser mes limites. Mais ensuite, le mec, il se cassera et ce sera bon pour soi. »
Après ça, le mec a joui dans la bouche de mon soumis, il s'est cassé, comme si de rien n'était. Je suis rentrée chez moi et j'étais en mode... Normalement, après mes sessions, je dors très bien, je suis très contente d'avoir gagné ma thune, des fois je me suis bien amusée, etc. Et là, je suis pas bien, j'y arrive pas. Le lendemain, j'ai mis un pied dans la douche en me disant, à partir de maintenant, aucune possibilité de retracer le viol, puisque l'ADN et toutes les choses en fait qui peuvent ramener cet individu-là à cet événement-là va être effacé. Tu fais la décision de manière consciente de enlever en fait les preuves. Et depuis ce jour-là, donc depuis le 2 septembre 2021, j'ai des gros soucis à prendre des douches. C'est devenu un trauma. C'est-à-dire que si j'ai pas des bougies, si j'ai pas de musique particulière et tout ça, je peux passer des semaines sans prendre de douche parce que... Ça te rappelle la décision que t'as prise. Ouais. J'ai porté plainte. Je l'ai fait en janvier 2022. Août 2024, je reçois un appel. Oui, bonjour, c'est le commissariat de Lyon 3. Je vous appelle suite à une plainte par rapport à votre client qui date déjà d'un petit bout de temps. On a votre plainte. On voulait savoir où est-ce que vous en étiez. J'étais là en mode... Vous êtes censé mener l'enquête, ce n'est pas moi. Donc, moi, je n'ai pas de nouvelles de personne, de qui que ce soit. Et du coup, ils nous ont dit, passez au commissariat, là. Et du coup, je dois reparler de tout ça. Alors, je montre les différents trucs, je montre les différents papiers, les papiers qui prouvent qu'ensuite je suis allée voir la gynéco le lendemain, que je suis allée voir ma psy, que j'ai fait une dépression à cause de ça, que j'ai été internée en hôpital. Je montre aussi les papiers comme quoi j'ai un syndrome de stress post-traumatique multiple. Elle écrit tout. Et elle est là en mode, c'est plutôt des caresses ou c'est plutôt des choses appuyées et tout ça. Et t'es là en mode, des caresses ou des... Enfin, on se trouve. C'est mon corps, il est pas allé à un endroit et tout. Et elle est là en mode, mais vous avez pas dit non sur le moment. Et même, j'ai dit non avant. J'ai dit, t'as le droit de toucher à certaines zones. Par contre, cette zone-là et cette zone-là, tu n'y touches pas. Oui, mais du coup, dans l'instantané, vous l'avez pas dit. Et du coup, j'étais là en mode, vous savez ce que c'est l'état de sidération ? Oui, mais vous vous rendez compte que là, c'est bien dans l'intime, donc c'est quand même très, très compliqué pour nous. Enfin, il nous faut des faits. Et j'étais là en mode, les faits, c'est que il m'a mis des doigts dans la tâche et que j'ai une putain de chlamydia juste après. Et je l'avais pas avant. Les faits, ils sont là. Et à la fin de cet entretien, je me mets un peu à chialer et tout. Elle me regarde, elle me fait, qu'est-ce qui vous émue, là ? Et là, je fais, écoutez, tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est hyper dur de parler de tout ça et tout. Ouais, je comprends. Du coup, vous voulez porter plainte ou pas ? Oui, sinon je serais pas là, quoi. Ok, d'accord, allez, je vous imprime ça, vous lisez ça, ensuite vous me dites si c'est bon. Vraiment, j'étais en pleurs et tout. Elle m'a raccompagnée jusqu'à l'ascenseur. Elle m'a fait, vous avez de l'entourage ? Non. Elle me fait, vous avez des amis ? Je fais, oui. Voilà, allez, bon courage, bonne journée, au revoir. Les portes se sont fermées. Et j'étais de retour dans la rue en mode... pas d'idée de... Oui, mais est-ce qu'on va me recontacter si ça a avancé ? Enfin, rien du tout, quoi. Et depuis, j'ai eu plus rien. Ce qui a été le plus dur, en fait, ça a été de voir la répercussion sur mon travail. Quand tu te rends compte qu'une séance avec un client malhonnête et avec une agression ou un viol a une répercussion sur ton travail, c'est-à-dire que tu vas ne plus être en capacité de pratiquer pendant un certain temps. Et quand tu aimes ce travail et que tu veux le faire et que tu veux avoir une carrière là-dedans, ça te détruit de voir qu'en fait, t'es plus capable de répondre aux clients, t'es en colère, t'es en dépression, etc., etc. Donc finalement, moi, j'ai fait une sorte de descente aux enfers avec du vaginisme et j'ai passé une semaine à l'hôpital psy. J'ai fait, ça va pas m'aider. J'ai repris ma vie habituelle. Dès que j'ai vu que ça a commencé à aller mieux, j'ai repris mon taf. Et du coup, le retour, il a été joyeux. Et en fait, il a même donné lieu au fait que j'arrête mes études et que je me mette à fond dedans. Et que 1 an et demi après, j'ai un studio avec du matos, avec tout ce qu'il faut, et où je peux vivre de ça, tu vois. Et ça, c'est génial. C'est aussi pour ça que j'ai monté mes prix aussi, un truc de dire, en fait, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Ton consentement n'a pas de prix, quoi. S'il y a des choses, c'est non. C'est non et c'est tout. Est-ce que tu crois pas que les mycoses à répétition, comme la douche, ça reste peut-être un symptôme post-traumatique ? Peut-être pas de cet événement-là. Moi, c'est mycoses à répétition. Je trouve que j'en ai plus depuis que j'ai commencé à faire du sexe vanille. Donc ça va être tout ce qui va être hygiène de sex toys. Mettre par exemple des sex toys en toi alors que t'es pas du tout ouverte, que t'es pas du tout mouillée. Et aussi un peu de... Souvent, elles sont après mes règles. C'est en lien avec les règles et les bactéries.
Mais je pense qu'il y a aussi un truc du taf. Quand tu vas porter plainte au commissariat, du coup, tu leur expliques que tu es travailleuse du sexe. C'est un métier légal ? C'est un métier légal. Je peux proposer mes prestations tarifées. Être TDS, c'est comme si tu étais boulangère et que tu avais le droit d'ouvrir ta boulangerie. Par contre, tes clients sont dans l'illégalité de t'acheter des croissants. C'est encore compliqué dans le sens où on n'a pas de statut, on n'est pas reconnu comme travail. Mais concernant le travail et comment on le définit juridiquement, etc., le STRAS, donc le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, sur son site, il montre les différents métiers, entre guillemets, dans lesquels tu peux te mettre en étant TDS. Par exemple, tu as journalisme pour celles qui font plus de la vidéo, des créatrices de contenu érotique. Après, celles qui sont plus dans le réel, ça va s'apparenter à massage / aide à la personne, soin à la personne, ce genre de choses. Je pense que, de toute façon, la loi française, elle est tellement floue sur la question générale, globale des auto-entrepreneurs. Par exemple, le fait que des influenceuses soient considérées comme des journalistes, je trouve que ça n'a pas de sens, tout comme une travailleuse du sexe qui est considérée comme du journaliste. Enfin, pour moi, les deux n'ont pas de sens parce que c'est pas du tout la même chose et qu'il faudrait qu'il y ait des cases apparentes. Mais pour ça, il faudrait que politiquement, la loi, elle change et que le TDS soit reconnu comme un travail en soi, qu'on puisse avoir des clients, que nos clients ne risquent pas d'avoir des amendes, voire autres, etc. Surtout que je pense que mon métier, il est hyper important dans la société dans laquelle on est. Et ma famille, maintenant, est au courant. La dernière personne qui a été au courant, c'est mon père. Et c'était en octobre dernier, donc ça fait tout juste 1 an. Et en fait, il m'a dit, moi, de toute façon, je pense que s'il n'y avait pas de TDS, le monde irait beaucoup plus mal. J'étais en mode, merci papa, ça fait plaisir. Après, il a fallu que je lui explique que mon travail ne consistait pas à être pretty woman. Ça a été plus compliqué. Et en vrai, je pense que je suis un peu d'accord. Je suis tombée sur des mecs qui se sentaient d'une solitude et qui venaient me voir un vendredi soir, qui me disent vous êtes la première personne à laquelle je parle de la semaine. Et après, par contre, il y a aussi une sorte de ligne à pas dépasser. Il y a plusieurs dominas qui sont mortes à Paris. C'est leurs soumis qui les ont tués parce qu'il y avait un moment où, en fait, ce jeu, il était devenu trop intense et que psychiquement, émotionnellement, ça a amené tellement de choses que ça a fini par des drames. C'est important d'être là pour la santé mentale des clients et d'être là en soutien. Par contre, c'est très risqué si tu es la seule personne parce que du coup, il y a une dépendance qui se crée, il y a une idéalisation aussi de toi qui se fait, qui fait que ça peut très vite dégringoler. Être dans le lien tout en gardant une distance assez saine pour faire en sorte qu'on sache bien où est-ce qu'on est. Moi, je suis dans ma position de domina, c'est mon métier. Toi, tu es quand même dans une position de client, etc. Et ça, c'est pas facile. Et je pense que c'est encore plus difficile pour d'autres femmes comme des escort girls. Du coup, à part ton papa qui a bien réagi, ta mère et tes frères, ils l'ont plutôt bien pris aussi ? Pour ma famille, ça n'a pas été très problématique, pas du tout. Ce qui a été un peu difficile à accueillir, c'était ce risque un peu juridique, légal, machin, de « Attends, mais tu vas faire comment pour les impôts, pour les tout ?» Et du coup, mon frère est vraiment flippé de comment j'allais m'en sortir financièrement. Vraiment, il avait trop peur que je fasse de la merde, que les impôts débarquent, etc., et je perde tout et tout ça. Et Joseph, donc l'autre frère, il a été hyper soutenant dans ce métier-là. Et même, il m'a apporté d'autres manières de voir mon travail sur des pratiques où les gens me jugeaient beaucoup et où il était en mode « Vas-y, viens, on essaye de décortiquer ». Du coup, dans ta vie privée, donc dans tes relations personnelles avec tes partenaires intimes à toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles facilement aussi ? J'ai commencé le TDS, j'étais dans une relation super chouette. Mais en fait, il y a eu un moment donné où on a commencé à parler un peu projet futur, genre sur un peu du long terme et tout. Je me suis rendu compte que mon travail, il le voyait seulement comme un job étudiant, le temps de trouver un vrai job. En fait, à un moment donné, il m'a donné une deadline, quoi. Il m'a dit en septembre prochain, moi, je veux plus que tu taffes là-dedans, quoi. Où il était là en mode, moi, il est hors de question que j'ai des enfants avec une femme comme toi. Il avait pas du tout honte quand il était avec moi. Par contre, le regard des gens, il voulait pas que je parle du taf quand il était là. Et quand il était avec des gens, fallait que je le cache, je montrais pas mon visage, machin, je ceci, je cela, etc. Et du coup, ça m'a rabaissé dans ce truc où fallait pas que j'en parle, fallait que personne soit au courant, donc on s'est séparés. Et après, j'ai eu ma relation avec qui je me suis séparée récemment, et où là, c'était beaucoup plus ouvert.
C'était quelque chose que j'étais fière de montrer, c'est-à-dire que sur les applis de rencontre, j'étais là en mode je suis TDS, machin, bidule et tout. Et en fait, maintenant, je referai plus jamais ça. Les gens sont dans une attente de elle va me faire découvrir des trucs, elle va me montrer ça, elle va m'apprendre ceci, elle va machin et tout. Il y a un truc où en fait, j'ai une charge mentale. Je passe ma vie à donner, tu vois. Je domine mes clients, je m'associe les gens. Et en fait, il y a un truc où, du coup, j'ai tellement l'impression d'avoir eu des sangsues que maintenant, je suis en mode, ok, tu sais quoi, je me coupe de tout érotisme. Je suis dans une volonté de beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et si jamais je tombe sur quelqu'un ou quelqu'une qui a vraiment envie de me découvrir, je pense que le sexe, ce sera la dernière chose dont je lui parlerai. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, sur mes applis de rencontre, il n'y a plus marqué que je suis TDS, il n'y a plus marqué que je connais le BDSM, que je fais des événements sexpo, etc. Parce que j'ai tellement avoir l'impression d'avoir été, entre guillemets, exploitée, et qu'à chaque fois que je me retrouvais dans le lit avec quelqu'un, j'avais la pression parce que j'étais là en mode c'est moi qui ai tout le matos, c'est moi qui ai 75 000 sextoys, c'est moi qui machin. Oui, c'est moi la pro du sexe. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un peu un truc de performance. Exactement. Ça doit te mettre un peu la pression aussi. Ouais, tu dois tout le temps être un super coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, en vrai, j'ai très peur de finir seule à cause de ce travail. J'aimerais bien avoir des enfants. Je sais pas si ce serait dans un couple hétéro et j'ai envie d'avoir une famille et j'ai envie de pas faire les mêmes erreurs que mes parents et de pouvoir parler de sexualité de manière assez libérée. Mais il faut que j'arrive aussi à me découvrir autrement qu'à travers la sexualité pour que les autres aussi ne me perçoivent pas qu'à travers la sexualité. Tu disais que tu te voyais construire une famille et peut-être pas dans un schéma hétéronormé, c'est-à-dire que tu voudrais la construire avec une autre femme ? Seule ou avec une autre femme ou en coparentalité. J'ai 5 frères et sœurs. Au-delà de me voir que comme son parent unique, genre, tous mes frères et sœurs représentent des valeurs. On est tous très différents et en même temps, on partage quand même des mêmes valeurs. Mais de réfléchir à ça, tu vois. À faire famille autrement. Ouais. Faire famille autrement, ça, c'est sûr. T'as déjà eu des relations avec des femmes ou jamais ? Et même, est-ce que t'as déjà eu des clientes ? Alors oui, j'ai eu une cliente. J'ai eu des relations avec des femmes. Quelques-unes, pas beaucoup. Mais j'ai beaucoup, malheureusement, de biphobie intégrée. J'ai un schéma que je reproduis à chaque fois que je relationne avec une femme. C'est ce truc de se dire qui fait le mec, qui fait la meuf. Et du coup, ma masculine vibes, je suis là en mode vas-y, je gère tout, t'inquiète, machin, etc. Encore une fois, je me suis rendu compte que c'était de la charge mentale et que c'était dur pour moi. Tu vois, là, ce qui me ferait du bien, ce serait une meuf qui me tienne par la main et qui me dit t'inquiète, tu fais rien, je m'occupe de tout. Et voilà, c'est tout. Femme ou homme, ce côté être prise en charge, genre, j'en ai besoin. Par contre, pourquoi là, en ce moment, les meufs, j'ai des blocages qui se font du côté des hommes, en fait, sur mes dernières relations, notamment la dernière qui était polyamoureuse. Et en fait, c'est pas lui sa faute. C'est juste, j'ai pas du tout respecté mes limites. Je me suis auto-fragilisée. Et du coup, là, je peux vraiment plus relationner avec d'hommes. Enfin, genre, c'est vraiment pas possible. C'est trop dur. Il y a trop de choses que ça implique. Et à côté, il y a des meufs qui me plaisent, où je suis attirée, j'ai des matchs sur les applis, etc. Et du coup, il y a aussi ce truc de se dire, est-ce que potentiellement, peut-être, on pourrait trouver quelque chose de cool avec ces femmes, alors que je sais très bien, j'ai déjà été en relation avec des femmes, que les rapports de domination, la charge mentale, etc., c'est pas juste un genre qui s'en occupe. Enfin, même dans un couple de femmes, il y a de la charge mentale qui peut être inégale, etc., etc. Est-ce que quand t'es dans une relation avec quelqu'un, le sexe est important pour toi ? Bah là, je dirais libido zéro, donc sexualité pas trop. Mais c'est quand même cool d'avoir du chouette sexe. Mais en fait, tu peux pas avoir que ça. C'est pas possible. Je suis quelqu'un qui fait du sexe que avec des gens que j'aime. Mais si je ne suis pas épanouie dans une relation en lien avec la sexualité, c'est un no-go. Est-ce que dans ta vie personnelle, le sexe vanille, c'est quelque chose que t'aimes bien ? Moi, vanille, je l'utiliserais un petit peu comme manière de dire une sexualité horizontale. Parce qu'en fait, il y a des fois, t'es en train de faire du sexe, il n'y en a pas un qui domine l'autre automatiquement. Si je suis dans une relation où je suis que dans la domination, je peux plus. Quand c'est moi qui suis que soumise, j'en peux plus. Quand c'est que horizontal, j'en peux plus. Donc en fait, j'ai besoin aussi d'un truc, faut que ça y aille en termes de créativité et de tout ça, tu vois. Tu continues de te masturber ? J'ai 2 manières de me masturber. Ma manière de me masturber un peu normale et très mécanique, qui est du coup avoir un vibro en interne et me masturber avec mes doigts et pas bouger, faire pas de cris et que juste à un moment donné dire « Ah, je veux jouer » et puis je jouais. Donc me masturber comme ça parce que je suis fatiguée, que j'ai juste envie de m'endormir, etc. Ou
me masturber devant ma caméra parce que je suis en mode j'ai pas d'idée, viens, monte ta chatte, c'est bon. Et après, j'ai vraiment des sortes de trucs où je me fais un peu une sorte de temple. Genre, je prends une bonne douche avec mes bougies et ma musique parce que je peux pas faire autrement. Je fais des trucs d'automassage, d'exercices tantriques, etc. Avec un miroir, avec des coussins pour être à l'aise, des plaids, des trucs. Enfin, où je me crée clairement un espace érotique. Et ça, prendre le temps de me masturber pour me faire du bien, ça fait 1 siècle que je l'ai pas fait. Et ça, c'est un peu l'objectif de la fin d'année, je pense. C'est l'heure de la question de la fin, du coup. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et surtout, qu'est-ce qui était important pour toi ? Je trouve que c'est important de parler du TDS et de parler aussi des gens derrière le TDS parce que c'est pas seulement le métier. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, en parler, c'est permettre aussi d'informer les gens, de se faire une opinion. Quand les gens parlent de prostituées ou d'autres personnes, de s'imaginer que c'est des gens comme moi et que du coup, les prises de position que vous faites sur ce métier-là, ils ont des impacts puissants et forts sur nos vies à nous et que demain, si le TDS devient illégal, il y aura beaucoup de gens qui seront dans la mouise. Donc en parler, c'est un acte militant. Je le fais à visage découvert, etc. Donc c'est montrer qu'il y a des gens qui sont derrière le TDS et que c'est important que même les gens qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, sachent que ça existe et peuvent se poser des questions, s'interroger, en discuter, en parler entre eux et se faire une propre opinion. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.